Eh bien, je dois dire que les Camerounais n'ont peut-être pas appris ce qui s'est passé intégralement. On a surtout parlé de l'arrivée de Maître Swap à l'hôpital central à Yaoundé, au Curie, mais on n'a pas assez insisté sur ce qui est arrivé à Maître Swap. Il a été victime d'un accident de la circulation à l'entrée de la ville de Bafoussam. Il venait de Tchang. Il est tombé sur un dos d'âne dans la nuit, un dos d'âne qui n'était pas du tout signalé et qui provoque, selon les informations que nous avons reçues, de nombreux accidents et très souvent mortels. La route donc, qui est mal matérialisée, a été à l'origine de cet accident malheureux. Maître Sop va aller à l'hôpital central de Bafoussam, amené dans la nuit là-bas, il va être pris en charge et le matin, il sera transféré à l'hôpital central de Yaoundé par une ambulance qui avait été affrétée. En ce moment, Maître Swab ne présente aucun signe apparent d'une situation qui soit grave. On le voit dans les photos, il est parfaitement souriant, il est parfaitement conscient, et bien au contraire, il est inquiet plutôt pour notre confrère Maître Thématé, qui était dans la même voiture que lui et qui avait également été victime de traumatisme au niveau du crâne. Un scanner sera vite fait, Maître Thématé, et à ce jour, la situation pour lui est stable. Maître Sobdon arrive à Yaoundé, il a simplement un bras dans l'écharpe, ce qui signale que son bras est cassé, et il est donc interné dans ce centre des urgences de Yaoundé à partir de ce samedi. La question qu'on se pose en réalité, c'est que comment on explique que pour une fracture du bras, samedi, on puisse arriver à la mort de quelqu'un le jeudi, c'est-à-dire 5 jours après, dans un centre, faut-il le dire, qui est réputé être un centre d'excellence en matière de prise en charge urgente des personnes accidentées, des personnes victimes d'AVC et plus généralement des personnes malades et nécessitant des soins d'urgence. Comment un avocat de ce niveau, connu, célèbre, peut-il avoir trouvé la mort dans un centre hospitalier pour un bras cassé? La question, à l'évidence, mérite d'être posée et tout le monde l'a posé cette question. Pas seulement les avocats, même le gouvernement, et j'ai appris, à travers le ministre de la Santé, a demandé une enquête administrative. Le barreau du Cameroun a déposé une plainte déjà et le collectif des avocats également entend avoir des informations plus précises avant d'agir. Donc voilà ce que nous savons aujourd'hui de la mort de Maître Sop dans cet hôpital. Et parlant justement de ces différentes requêtes qui ont été, et des enquêtes qui ont été instruites, notamment par le ministère de la Santé, par le collectif des avocats du MRC et par le bâtonnier du barreau, maître, que dit la loi concernant les délais? Combien de temps faut-il attendre pour que les différentes enquêtes aboutissent à un résultat? Avant de répondre, je dois d'abord vous dire que les enquêtes judiciaires sont obligatoires toutes les fois qu'il y a un cas de mort suspecte. Les gens ne le savent pas assez. Je pense que le rôle d'éducation nous oblige à le dire aux Camerounais qui sont nos citoyens. Lorsque un individu trouve la mort dans des conditions troubles, ça peut être un empoisonnement, ça peut être une mort dans un endroit, dans un bus ou dans une maison, ça peut être une pendaison quand une personne se suicide. Dans tous ces cas-là, ou bien une noyade, ces morts violentes sont considérées par la loi comme des morts suspectes, parce que ce ne sont pas des morts consécutives à une maladie ou à un accident de circulation directement. Donc lorsqu'il y a mort suspecte, la loi exige qu'une enquête soit ouverte
pour déterminer les circonstances des origines de la mort et peut-être lorsqu'il s'agit d'un crime qui est maquillé, de retrouver les auteurs de ces crimes. Dans le cas de Maître Swap, donc, il s'agit là, à l'évidence, d'un cas de mort suspecte parce que, je vous l'ai dit, une fracture de bras ne peut pas logiquement aboutir à la mort. Et il est donc important, il était vital, et cela a été fait, que les enquêtes soient ordonnées et que les enquêtes soient ouvertes. Et il n'y a aucun délai entre la période où l'enquête est ordonnée et celle à laquelle les résultats de l'enquête seront connus. Tout dépend de la complexité de ce qu'il y aura à faire, des moyens en termes humains, scientifiques, qu'il faut mobiliser. Je prends un cas très simple. Si, par exemple, une autopsie est aujourd'hui autorisée et que les techniciens ou les médecins légistes soient des étrangers, ce qui a déjà été fait ici, dans un autre cas, eh bien, les délais vont être plus longs, tout à fait normalement. Si l'autopsie est faite par des médecins camerounais sur place, que les prélèvements sont analysés sur place, il est évident que le délai sera moins long. Mais la loi ne prévoit aucun délai en termes de temps pour arriver aux résultats et aux conclusions d'une telle enquête. Mais est-ce qu'il y a un moyen de pression pour obtenir des résultats dans un délai relativement moins court? Écoutez, je ne pense pas qu'on aura besoin de faire la pression. Je veux penser que, pour une fois, le gouvernement est de bonne foi. Le ministre de la Santé a ordonné une enquête administrative. Je pense que c'est à lui de faire la pression sur les personnes en charge de l'enquête administrative pour aboutir rapidement à des conclusions. Parce que les Camerounais attendent de savoir ce qui s'est passé, ils sont impatients. Donc je ne pense pas que ce sera à nous de faire la pression et que ce ne sera pas nécessaire. De la même manière, pour l'enquête judiciaire, nous sommes là pour, si nous sommes sollicités, eh bien nous serons là pour y participer, pour apporter tel ou tel élément. Et je dis que là encore, les personnes en charge de cette enquête devront tout faire pour aboutir rapidement à des conclusions, à des résultats. Donc, j'espère vraiment que nous n'aurons pas de pression spéciale à faire et que les personnes chargées des enquêtes vont les faire avec la plus grande diligence, la plus grande intelligence. Je vais vous dire une chose très simple. Cette question, parfois, laisse entendre que nous n'avons pas de raison d'aller parler avec les partenaires étrangers du Cameroun. Vous devez savoir que le MSA a été créé pour demain pouvoir gouverner. Et pour les gens qui sont en position de gouverner demain ou qui aspirent à gouverner, il est normal que nous ayons des contacts de plus haut niveau avec les pays partenaires et amis du Cameroun. Cela se passe tout à fait dans le cadre des relations qu'il peut y avoir entre deux pays. Et je vous signale par exemple que lorsque le président de la France, l'ancien président, le président Hollande, est venu au Cameroun, il m'avait reçu, il a reçu l'opposition. Parce que, évidemment, les gens qui gouvernent dans les pays amis doivent pouvoir commencer à parler logiquement avec ceux qui sont dans l'opposition et qui pourraient peut-être demain être aux affaires. Donc c'est une démarche absolument normale, absolument régulière. Nous devons parler avec les autorités étrangères pour échanger sur la situation au Cameroun, sur la situation dans le monde, sur la marche du monde. Pas parce que nous devons leur rendre compte de ce qui se passe chez nous, nous ne sommes pas une colonie, mais c'est un partenariat que nous voulons mettre en place dès maintenant. Et je pense que lorsque le président, lorsque M. Biya ou ses ministres rencontrent des gouvernements étrangers, personne n'y voit un inconvénient. Et lorsque c'est l'opposition qui le fait, parfois ça donne l'impression qu'on a besoin de leur appui pour que le pays, qu'on appelle le Cameroun, puisse parvenir au changement. Ce n'est à personne d'autre, ni aux Américains, ni aux Français, à personne d'autre qu'à nous-mêmes, Camerounais, citoyens camerounais aimant notre pays, de nous battre pour qu'il y ait un changement dans ce pays et dans la paix. Si les Camerounais décident de garder M. Biya pendant 50 ans, eh bien, ils le feront. Mais nous disons que dans l'état de déliquescence dans lequel se trouve le Cameroun aujourd'hui, qui n'est même plus en train de fonctionner comme un vrai pays, je ne reviendrai pas sur la situation
sécuritaire, sanitaire et tout le reste. Tout le monde a le bilan désastreux, a le tableau noir du Cameroun. Je veux aujourd'hui que nous parlions sûrement des solutions que nous proposons. C'est ce que le MRC fait. Qu'est-ce que nous avons comme proposition pour que le Cameroun change? On a montré nos positions à la présidentielle. On va continuer simplement à proposer aux Camerounais de venir derrière le MRC, d'adhérer massivement à nos idéaux pour que demain le pays puisse parvenir à un vrai changement et avoir à sa tête des Camerounais choisis par le peuple et qui travailleront dans le seul intérêt de ce peuple et non pas des gens qui travaillent d'abord pour eux-mêmes et, semble-t-il, pour les étrangers. Mais qu'est-ce que vous en savez? Comment peut-on dire une chose pareille? Le président Kamto a été, et je peux vous le révéler aujourd'hui, dès la première seconde, quand il a été informé de l'accident de Maître Sop, il a été au four et au moulin et a suivi à chaque seconde l'évolution de la situation de Maître Sop. Il était le premier à apprendre sa mort. Vous ne savez peut-être pas que le président Kamto et Maître Sop sont un peu comme un père et un fils. Je peux vous affirmer qu'aujourd'hui, peut-être à part la veuve de Maître Sop, le président Kamto est la personne la plus affectée par la disparition de mon confrère parce qu'ils ont travaillé très longtemps. C'est quasiment lui qui l'a élevé. C'est lui qui lui a ouvert les portes du droit, qui l'a aidé à devenir un peu aujourd'hui l'homme que Maître Sop était. Et vous n'imaginez pas que le président Kamto n'ait pas adressé des condoléances à la famille nucléaire. Non, il est lui-même un peu, M. Kamto, comme faisant partie de cette famille nucléaire. Et je pense que ce n'est logique. C'est plutôt à lui qu'il faut dire les condoléances. Non, vous savez, connaissant le président Kamto, je le connais très bien aujourd'hui, je sais qu'il est très affligé, qu'il est très dévasté par la mort de Maître Sop. Et les grandes douleurs sont muettes. Il faut le laisser. Il faut le laisser dans ces douleurs qui, pour l'instant, est muette, pouvoir le laisser avoir le temps de commencer à digérer une telle perte, eh bien, il communiquera. Mais je peux vous assurer qu'il est en relation permanente et quotidienne, aussi bien avec les avocats qu'avec la famille de Maître Sop. Et parlant justement de sa tournée occidentale, il est également prévu dans son agenda un méga meeting le 1er février à Paris. Oui. Alors, le dit meeting a été baptisé meeting de remerciement. On aimerait bien savoir qui remercie-t-on et pourquoi? Écoutez, le MRC de sa création avait mis comme l'un des piliers un pacte de solidarité avec la diaspora camerounaise. Nous avons à l'étranger des Camerounais, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, personnes qui sont extrêmement talentueuses. Je reviens d'Allemagne il y a quelques jours. J'ai pu rencontrer en Allemagne le président des ingénieurs camerounais là-bas. Il m'a dit qu'il y a 10 000 ingénieurs camerounais en Allemagne. 10 000. Dans tous les domaines. Près de 9 000 médecins camerounais en Allemagne seulement. Je ne parle pas de la France ou des États-Unis, de l'Allemagne. Le MRC estime qu'une telle force ne peut pas être mise de côté. Et il faut donc travailler de manière ferme, de manière continue avec cette richesse que nous avons à l'étranger. Au contraire de notre gouvernement qui continue à traiter notre diaspora comme des pestiférés. Quand j'entends les injures qui souvent sortent de la bouche parfois des autorités contre les Camerounais qui vivent à l'étranger, je dis, c'est quand même simplement démentiel. On ne peut pas avoir de tels talents et ne pas en profiter. Le MRC donc a toujours eu ce pacte-là avec les Camerounais qui sont à l'étranger, qui sont très brillants, et nous avons le devoir d'aller à Paris et plus tard, quelques jours après, à New York, et puis aux États-Unis, et puis après au Canada, pour remercier ces Camerounais-là qui, pendant la campagne présidentielle, ont apporté tout leur soutien. Et je dis bien tout leur soutien au président Kamto. Tout le monde sait très bien que la diaspora camerounaise est acquise à presque 90% au changement et donc en principal au président Kamto. Il était normal que nous organisions une telle tournée de remerciements.
mais également les remercier pour leur apport pendant la durée de l'incarcération du président, de ses alliés et des militants du MRC. La diaspora a joué un rôle central dans la contribution qu'elle a apportée au quotidien pour qu'on puisse faire soigner, nourrir et aider les familles et même les détenus qui étaient dans les prisons du Cameroun suite aux marches blanches et pacifiques de janvier 2019 et de juin 2019. La diaspora a joué un rôle extraordinaire. Je pense qu'il était important et normal de faire acte de gratitude en allant dans ces pays-là, les rencontrer, leur parler en direct, pour les remercier, mais également pour échanger avec cette diaspora sur la résistance, notamment le plan 3 qui est mis en marche aujourd'hui. Lui expliquer cette résistance, lui expliquer le boycott du MRC, des élections qui arrivent dans quelques jours, et la garder, elle, la diaspora, mobilisée pour des nouveaux combats, parce qu'en réalité, aujourd'hui au Cameroun, il y aura le camp de ceux qui accompagneront M. Biya dans sa mascarade électorale, et le camp de ceux qui disent on n'est pas d'accord de ce simulacre, de cette hypocrisie qui a trop duré, et qui disent non, et qui attendent un vrai changement. Donc aujourd'hui, on a besoin de parler à ces Camerounais-là, à nos frères et sœurs qui sont là-bas, pour leur dire que quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble, nous serons toujours ensemble. Et l'une des premières mesures, si nous avions été au pouvoir en 2018, si notre victoire n'avait pas été volée, c'était précisément, d'aller au nord-ouest et au sud-ouest, parler aux Camerounais qui sont là-bas, et en même temps de prendre une nouvelle loi qui permette aux Camerounais d'avoir une double nationalité. Il n'y a pas de raison qu'un Camerounais, parce qu'il a un passeport français ou américain, pour des raisons professionnelles souvent, soit écarté de son pays, ou alors, moi j'ai vu en France la dernière fois, des Camerounais s'aligner à l'ambassade de France pour revenir dans leur pays. Ce n'est pas tolérable. Et donc l'une des choses que nous aurions pu faire, serait été très rapidement d'enlever cette absurdité et de faire que les Camerounais puissent revenir chez eux en toute confiance, investir, travailler ici et développer le pays. Je suis toujours un peu étonné, mais le mot est faible, parfois bluffé par la capacité du gouvernement du Cameroun à se mentir à lui-même. Le gouvernement se ment à lui-même. Il sait très bien que dans l'extrême nord, où se vit Boko Haram, à certains endroits, et dans le nord-est et le sud-ouest, le gouvernement du Cameroun n'a plus de présence là-bas. Des sous-préfets ont quitté leur poste, tout le monde le sait. À part les grands centres urbains, quelle est l'administration qui fonctionne normalement dans ces régions? Est-ce qu'un préfet aujourd'hui ou un sous-préfet peut encore aller faire une visite de prise de contact ou de travail dans sa zone de commandement? Il est évident que c'est non. Il est évident que c'est non. Donc, lorsque l'État du Cameroun ne tient plus les positions dans une partie du territoire, il nous fait croire que malgré que l'élection aura lieu, moi je dis seulement à lui-même. Mais on attend de voir. Vous savez, la dernière fois, j'ai entendu le cardinal Toumi dire à la télévision que la situation s'améliorait, mais qu'il n'est pas certain qu'on puisse tenir une élection. Et c'est ça qui nous pousse, nous, MRC, à dire qu'on ne peut pas aller en élection, qui certainement ne peut pas avoir lieu sur une partie du territoire national. On nous oppose tout le temps, mais oui, vous avez été à la présidentielle. Je prends même cela que parlons-en. Je peux avoir fait un choix à un moment donné, et je me rends compte que ce choix, évidemment, n'était pas le meilleur, parce que vous avez pu remarquer comme nous qu'au nord-ouest Cameroun, il y a eu seulement 5% d'électeurs à la présidentielle d'octobre 2018. 5%. Au sud-ouest, c'était 14%. Et il a été constaté que c'est les fonctionnaires et les militaires qui avaient voté. Et dans un cas où il y a une circonscription unique, le MLC aurait pu aller à ces élections. C'est ce qu'on a fait. Et nous étions certains de gagner pour que nous apportions une solution au nord et au sud-ouest. Mais pour une élection locale, où on va élire
les conseillers municipaux. Une élection de proximité. Comment on va faire pour procéder à ce vote alors que les électeurs sont pour la plupart déjà déplacés? Comment on va faire pour que les candidats aient fait campagne dans une zone qui n'est plus tenue par le gouvernement? Est-ce que c'est faisable? L'évidence, c'est non. Mais si ceux qui aujourd'hui nous gouvernent, d'ailleurs, de manière légitime, pensent qu'ils vont faire ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire la roublardise, et nous faire croire que l'élection a eu lieu au nord et au sud-ouest, qu'ils le fassent. Mais on attend de voir ce qui se passera le 9. Le 9, ce n'est pas loin. Vous savez, l'histoire a l'avantage d'être toujours là. On prend une décision aujourd'hui et quelques mois après, quelques années après, on pourra voir qui avait raison, ou c'est nous qui avons raison, ou c'est les autres. Mais je peux vous dire que le MRC aujourd'hui reste plus qu'hier convaincu de la sagesse de la décision de ne pas aller à ces élections. Plus les jours passent, plus nos militants, nos sympathisants en sont convaincus. Et nous continuerons pendant la campagne, le travail qu'on fait depuis sur le terrain, de sensibiliser les Camerounais et de leur dire: n'allez pas participer à cette mascarade. Elle n'apportera rien de nouveau à votre vie, à votre situation, à votre santé, à la situation de vos enfants. L'élection se tiendra, on mettra d'autres personnes qui vont continuer tout à fait gentiment à piller le pays, à oublier le peuple. Et donc, nous sentons, nous, en tout cas sur le terrain, que les Camerounais sont très réceptifs à notre message. Et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement est quasiment paniqué. Mais vous vous rendez quand même vous-même compte qu'aujourd'hui, au lieu que les gens présentent leur programme, ils passent le temps à dire que le boycott n'est pas une solution. Donc ça veut dire que nous avons posé sur la table une vraie question. Et aujourd'hui, je dis, j'insiste dessus, le vrai sujet de discussion reste de savoir si oui ou non il faut aller à ces élections. La question sera toujours posée jusqu'à la dernière minute et nous pensons que nous pourrons démontrer à travers un boycott massif des Camerounais que les personnes élues n'auront pas de légitimité pour gouverner le Cameroun ou pour conduire simplement les communes dans lesquelles elles seront élues. Le MRC, depuis 2-3 ans, avait lancé l'alerte sur la situation au nord et au sud-ouest. Personne ne nous a écoutés. Malgré cela, nous avons de manière constante proposé des solutions de sortie qu'on pouvait prendre depuis 2 ans. Ces solutions n'ont pas été prises en compte par notre gouvernement. Fidèle à lui-même, il a organisé un grand dialogue, dit-on, national, dans lequel le gouvernement a décidé de l'agenda, des parties prenantes, de l'ordre du jour, de tout, et même des recommandations, et du sort des recommandations. Ce n'était pas un dialogue, sérieusement. Donc, il ne faut pas croire que les Camerounais originaires du sud-ouest et du nord-ouest sont des imbéciles ou des personnes idiotes. Elles savent très bien que c'était une solution de roublardise et que cette décentralisation aujourd'hui, pour ces personnes-là et pour nous aussi, elle est vraiment dépassée. Il faut faire autre chose. Quel sera le rôle des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets? Est-ce qu'on vous a dit que ces gens n'auront plus les mêmes missions qu'avant? On ne peut pas décentraliser et continuer à garder en place les mécanismes du système centralisé. On ne peut pas. Nous ne croyons pas à cette décentralisation-là. Il faut passer vraiment à une affectation effective des pouvoirs au niveau des régions pour que les Camerounais dans les régions choisissent par eux-mêmes les personnes qui vont diriger les affaires de ces régions-là et avoir des moyens pour pouvoir le faire. Pour décentraliser, on veut bien entendre, mais c'est l'État qui décide du quota qui sera affecté au niveau des communes. Et qui aura la mission d'affecter ce quota effectivement. S'il ne fait rien, qu'est-ce que les maires, eux, vont faire? Est-ce qu'ils auront le pouvoir de mettre en mouvement la politique qu'ils voudraient faire sur le terrain? Je pense que non. C'est la poudre aux yeux. C'est ce qui se passe comme aujourd'hui. Donc, le statut spécial pour nous
reste vraiment la poudre aux yeux. Il faut imaginer les solutions, même pas les imaginer. Le MRC les a proposées, tout le monde les connaît, et aller effectivement dans un vrai dialogue, libérer tous les Camerounais de la partie anglophone qui sont en prison pour des raisons politiques, parce que tous ces gens ont fait des revendications politiques, les libérer et maintenant donc faire un vrai dialogue avec les parties prenantes et enfin prendre des solutions et des mécanismes de transfert effectif de compétences au niveau des régions. Voilà ce qu'il faut faire. Donc, je l'ai déjà dit, nos gouvernants ont décidé de ne rien faire parce qu'ils savent que si on décentralise, si on met en place un mécanisme de transfert de pouvoir, ils n'auront plus le pouvoir central à Yaoundé. Ils n'en veulent pas. Ils veulent continuer à avoir et les budgets et les moyens et envoyer au niveau des régions et des communes le peu qu'ils auront décidé. Voilà, je peux me résumer en disant, nous n'y croyons pas du tout. Et je dis là encore, l'histoire donnera raison à ceux qui ont raison, c'est-à-dire à nous.